Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 13e édition des webinaires de l'Orange 5G Lab. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, celui des perspectives offertes par le déploiement de la 5G dans le domaine de la cybersécurité, que ce soit pour le grand public, mais aussi pour les entreprises. Alors, si vous avez déjà participé à un ou plusieurs de nos webinaires, vous l'aurez compris, la 5G est un accélérateur d'innovation qui fait émerger de nouveaux usages. Mais de ce constat émergent plusieurs questions. La première, comment l'arrivée de la 5G permet-elle d'offrir de nouvelles manières d'envisager la cybersécurité et de renforcer les réseaux existants, mais aussi comment accompagner la sécurisation de nouveaux usages et anticiper les risques qui peuvent accompagner l'émergence de ces usages. Alors, pour débuter ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Stéphanie Cavaillès. Elle est directrice Open Innovation chez Orange et en charge des Orange 5G Lab. Bonjour Stéphanie. Bonjour Germain et bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Stéphanie d'être avec nous. Pour bien comprendre les transformations de la 5G, est-ce qu'on peut commencer par une question tout à fait simple? Qu'est-ce que la 5G? Bien sûr Germain, donc la 5G c'est une évolution des réseaux mobiles qui est compatible et complémentaire avec les générations précédentes. Mais c'est surtout une révolution technologique qui va permettre de nouveaux usages. Fin de cette année, fin 2023, avec l'arrivée de la 5G SA, SA égale standalone, la 5G offre des performances accrues qui vont permettre du coup d'avoir un débit plus important, un temps de latence réduit, mais ça va également permettre de nouvelles fonctionnalités telles que le découpage du réseau, qu'on appelle en termes techniques le network slicing, qui va permettre de couvrir des besoins critiques ou spécifiques et de proposer du coup un niveau de sécurité différent selon les besoins. Donc, les performances de la 5G vont mécaniquement permettre l'arrivée de ces nouveaux usages sur l'ensemble des verticales, que ce soit la e-santé, l'industrie 4.0, la smart city, etc. Et c'est pour préparer justement l'arrivée de ces nouveaux usages que l'on a lancé le programme des Orange 5G Lab il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et nous sommes présents sur le territoire français avec une dizaine d'Orange 5G Lab, mais également en Europe et en MEA. Middle East Africa. Merci beaucoup, justement. Ouais. Merci. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter les Orange 5G Lab? Bien sûr. Donc ce programme, comme je le disais, a été lancé il y a plus de 2 ans sur la base de plusieurs études menées dans plusieurs pays européens. Et les clientes, qui étaient des grandes entreprises interrogées, nous disaient pour 74% d'entre elles voir une véritable opportunité dans la 5G. Et donc c'est pour cette raison qu'on a lancé ce programme qui répond finalement à 3 grands objectifs. Le premier, c'est de faire découvrir les bénéfices de la 5G. Le deuxième, c'est de vraiment stimuler la co-innovation idéalement avec Orange dans les entreprises. Et le troisième objectif, c'est vraiment de permettre aux entreprises de se projeter tant sur leur roadmap produits et services, mais également dans leur organisation en intégrant la 5G. Donc ce programme est constitué aujourd'hui de 2 grands parcours, le parcours d'expérimentation et le parcours découverte. Donc le parcours découverte, c'est un parcours qui s'adresse vraiment à l'ensemble des entreprises, des acteurs publics, etc. intéressés. Donc, ce sont des showrooms qui sont présents dans l'ensemble de nos Orange 5G Lab avec des démonstrations qui sont en général issues des développements qui ont été faits au sein des Orange 5G Lab. Donc, ça permet de bien comprendre les bénéfices apportés par la 5G. On a également lancé un site web 5glab.orange.com qui est d'ailleurs en français et en anglais, qui montre l'ensemble des réalisations, les actualités, mais également on peut retrouver les 12 autres webinaires, Germain, que nous avons réalisés sur l'ensemble des verticales. Donc, c'est extrêmement pédagogique. Le deuxième parcours, c'est le parcours d'expérimentation qui, lui, s'adresse à des entreprises plus matures, plus expérimentées. Et donc, ça va être un parcours sur mesure et gratuit. Donc, c'est quand même 2, on va dire, ingrédients très importants, où là, on va accueillir les entreprises, on va déterminer avec eux le séquencement de leurs tests et on va pouvoir ainsi leur faire bénéficier de l'expertise de nos équipes, mais également d'un équipement, on va dire 5G, que ce soit au niveau des devices, des routeurs, mais également, je parlais tout à l'heure de la 5G SA, de toutes ces nouvelles évolutions du réseau. Ainsi, les entreprises pourront projeter leurs solutions sur la 5G de demain et être entourées par nos équipes pour développer au mieux leurs solutions.
quelques chiffres peut-être pour donner un petit peu une visibilité globale du projet. On a accueilli plus de 2500 entreprises depuis maintenant plus de 2 ans sur les 18 sites là qui s'affichent à la carte, donc 10 en France, comme vous pouvez les voir, 5 en Europe et 3 en zone Middle East Africa. Et on a développé plus de 220 use cases. Use cases étant vraiment toutes les solutions dont je parlais juste avant, qui sont vraiment comment la 5G est venue enrichir des solutions d'entreprise et apporter vraiment plus de débit, moins de latence et donc tous les bénéfices associés. Merci beaucoup pour toute cette présentation. Je vais vous poser une question sur le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi la cybersécurité, et particulièrement dans le contexte de la 5G, est un sujet essentiel pour Orange? Alors, la cybersécurité, c'est un enjeu prioritaire pour Orange. D'ailleurs, est un des axes stratégiques du nouveau plan stratégique d'Orange qui a été dévoilé en février dernier. Aujourd'hui, on assiste vraiment à une explosion des usages, une multiplication des objets connectés, le cloud et bien sûr la 5G. Tout cela entraîne une transformation rapide du marché des telcos et nous amène, nous, en tant qu'opérateurs, à repenser notre modèle. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Orange se donne l'ambition d'être leader en cybersécurité en Europe. C'est également un enjeu essentiel pour l'ensemble de nos clients. Et en tant que partenaire des startups, des pro-PME, des entreprises, mais également des acteurs publics, nous devons les accompagner dans la 5G et donc de leur apporter un niveau de sécurisation de leurs solutions au quotidien. Donc ça, c'est ce que fait déjà la 5G. Et d'ailleurs, je pense que tout au long de cette table ronde, on va pouvoir avoir un peu plus de détails là-dessus. Mais la cybersécurité va être également un sujet majeur pour toutes ces entreprises. Et forcément, on assiste aujourd'hui à, on va dire, beaucoup de nouveaux cas d'usage. On en parlait dans notamment ce qu'on développe au sein de 5G Lab, une explosion des applications, et ça implique aussi de nouveaux risques. Et donc, nous, en tant que 5G Lab et en tant que partenaire leader en cybersécurité, nous devons de travailler main dans la main avec l'ensemble des entreprises que nous accompagnons pour leur apporter la meilleure réponse possible en termes de cybersécurité. Merci beaucoup, Stéphanie Cavaillès. Je rappelle que vous êtes directrice Open Innovation en charge des Orange 5G Lab. Je vous propose, après votre intervention, que l'on se dirige vers nos invités pour notre table ronde. Merci, Charles. Alors aujourd'hui, pour discuter de ces sujets passionnants et on l'a vu avec Stéphanie, essentiels, nous avons autour de cette table numérique plusieurs personnes que je vais accueillir. La première, c'est Fabrice Mouron. Il est directeur de la cybersécurité ICS pour cybersécurité des systèmes industriels chez Orange Cyberdéfense. Bonjour Fabrice. Bonjour Germain, bonjour. Nous avons aussi avec nous Franck Angeot, CEO de Axine Robotique. Bonjour Franck. Bonjour Germain, bonjour à toutes et à tous. Et nous avons également Rémi Harel, qui est responsable des équipes sécurité des réseaux chez Orange Innovation. Bonjour Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Rémi, je vais commencer par vous poser des questions. Responsable équipe sécurité des réseaux chez Orange Innovation, vous êtes donc expert dans la sécurisation des réseaux. Est-ce que vous pouvez présenter votre travail et celui de vos équipes dans le contexte du déploiement de la 5G? Mon travail, en fait, nos équipes interviennent en fait à plusieurs niveaux, même si on est rattaché à la division innovation. En fait, on fait toutes les étapes de la 5G, c'est-à-dire très en amont de la normalisation, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, jusqu'à des audits de terrain sur des solutions qui sont réellement déployées dans les réseaux. Et tout ce qui se passe entre deux, les validations, l'expertise, etc. On a aussi la charge de négocier en fait les engagements contractuels de sécurité de nos fournisseurs pour nous assurer qu'ils nous fournissent des réponses dans des délais les plus courts possibles afin d'offrir le meilleur niveau de sécurité à nos clients. Et puis on a un rôle essentiel qui est aussi de définir les options, les exigences. En fait, on va définir des exigences qui vont dire en gros, telle option dans le 3GPP, il faut l'utiliser, il faut la configurer comme ci, comme ça. Donc on a vraiment un rôle d'accompagnement, mais aussi de prescription auprès des pays. Et du coup, comment le passage à une nouvelle génération de réseaux, donc la 5G, permet by design, de manière
naturelle, une nouvelle approche de la cybersécurité? Alors, souvent le terme ou security by design, c'est un terme qui est très, très employé aujourd'hui, ça fait partie des buzzwords. Néanmoins, je suis persuadé que pour la 5G, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui caractérise la 5G, c'est que c'est la première génération, de réseaux mobiles qui a vu le jour après une prise de conscience générale sur l'importance de la sécurité. On le voit, hein, il y a un écosystème de standards, hein, comme le NGMN, qui dès 2015 sortait un white paper qui posait les bases de la 5G, et ils avaient vu plutôt juste, hein, 8 ans avant nos déploiements. Un gros travail aussi au 3GPP, hein, dans le groupe SA3 dédié pour vraiment bien concevoir la sécu, mais très tôt, très en amont. En parallèle, on a un environnement législatif qui s'est aussi vraiment concentré sur la sécurité, hein. On pourrait parler des directives européennes type Nice, Nice 2 qui vient d'être votée. Alors je suis désolé, j'ai mis des acronymes, mais la LPM, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse en ce moment, la loi de programmation militaire. Tout un environnement législatif aussi qui, de toute façon, pousse l'industrie à augmenter son niveau de sécurité, à être réactif sur la sécurité. La 5G, c'est aussi une génération, et probablement la première également à emprunter un certain nombre de bonnes pratiques de ce qu'on appelle l'IT, hein, par opposition au monde des telcos. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même des grosses machines qui étaient dédiées à des fonctions réseau, qui étaient relativement compliquées. Aujourd'hui, on est dans l'ère quand même de la virtualisation. On a des méthodes en fait qui sont beaucoup plus modernes, tout ce qui est agilité, CICD, etc. Et ça comprend la sécurité. Et puis on a aussi des technologies, hein, qui viennent de l'IT, par exemple des vieux protocoles réseau qu'on a remplacés par des protocoles, typiquement comme HTTPS, hein, par exemple, qui est pour ceux qui connaissent un petit peu, le bus de communication entre les différentes fonctions qui composent un cœur 5G, maintenant c'est de l'HTTPS, exactement comme la session qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est aussi une génération qui a voulu s'améliorer par rapport aux générations précédentes. Alors vous allez me dire, c'est toujours vrai, et c'est vrai, mais là il y a vraiment eu un gros accent qui a été mis. Je pourrais citer par exemple, vous avez sûrement entendu parler de temps en temps d'IMSI Catcher, hein, c'était une attaque qui consistait à voler des identifiants de connexion mobile qui permettaient de localiser des personnes, de les suivre ou de réaliser des fraudes. En 5G, on a vraiment pensé dès le début à des mécanismes qui permettaient de chiffrer et de protéger ces identifiants qui circulaient sur les réseaux. Et puis enfin, pour élargir un petit peu cette vision technique, on a tout un engouement de l'industrie qui s'est vraiment concentré, qui a publié, qui a parlé sécurité autour de la 5G, et ça a créé une sorte d'émulation qui fait que finalement, on a toujours repoussé un petit peu plus loin le niveau de sécurité en 5G. Mmh. Merci beaucoup pour votre réponse. Je me tourne désormais vers Franck Angeot. Franck, vous êtes CEO d'Axine Robotique. Donc vous êtes usager, entre guillemets, de la 5G. Pouvez-vous, en quelques mots, nous donner un aperçu de ce que vous proposez avec Axion Robotique, justement? Oui, merci Germain, merci de, de me permettre de témoigner sur l'utilisation de la 5G Orange. Donc effectivement, Axine a démarré son activité en septembre 2014 pour faire des robots de service. Robotique de service, hein, c'est la robotique qu'on va utiliser au quotidien, que ça soit à la maison ou dans les entreprises. Notre objectif, il est toujours de faire des robots simples, modulaires et abordables, avec une réelle envie de créer de la robotique utile. Faut savoir aussi qu'on conçoit, développe et assemble en France, avec vraiment une forte implication dans le Made in France, le circuit court, parce que 85% des pièces de nos robots sont fabriquées à moins de 100 km de chez nous. On a développé plusieurs types de robots, les robots de téléprésence par exemple, qui s'appelle Hubo. Donc c'est un robot qui permet d'être en immersion dans un lieu distant,
c'est un petit peu l'avatar de la personne distante. Il est très utilisé dans les établissements scolaires pour les enfants malades, pour leur permettre de suivre les cours, de se déplacer dans les écoles, mais aussi dans les hôpitaux et les EHPAD pour permettre aux familles d'être quasiment présentes auprès de leurs aînés, mais aussi dans l'industrie pour la visite de site. Là, on est sur le site de Schneider où on a expérimenté tout d'abord et maintenant il est utilisé le robot de téléprésence dans l'environnement industriel. Voilà. Donc ça a été une belle preuve de concept et un beau succès entre l'adéquation avec la robotique, la 5G et l'industrie. Donc, dans le cadre de l'utilisation de ces robots dans l'industrie, c'est surtout la visite de site, par exemple, la maintenance prédictive, l'expertise aussi pour permettre à un expert distant de vérifier l'état d'une machine qui est arrêtée. Voilà, donc il y a énormément d'usages autour de ça et dans la gamme de robots qu'on propose aussi, il y a des petits robots de logistique dans lesquels on intègre également la communication distante. Et donc, tous nos robots sont compatibles 5G. Alors, pourquoi ils sont compatibles 5G Oui, vous vouliez intervenir? C'était justement la question que j'allais vous poser. Pourquoi l'utilisation de la 5G, justement? Ok, merci. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. On est sur de la visio mobile. La visio mobile, en fait, c'est beaucoup plus complexe que la visio classique qu'on est en train de réaliser, parce qu'en fait, il y a la mobilité. Déjà, la visio, c'est pas toujours simple, hein. En particulier quand on utilise le réseau Wi-Fi, il peut ne pas être très bon. On peut avoir des latences. Et quand on est en temps réel, lorsqu'on déplace un robot, lorsqu'on est en mobilité, ben, c'est pas facile. C'est pas facile à gérer et on perd assez facilement la connexion. Quand on est dans des grands espaces, on peut perdre assez facilement le Wi-Fi et puis devoir se reconnecter à différentes bornes, ben c'est compliqué. Alors qu'en fait, l'utilisation de la 5G permet non seulement de résoudre cette problématique, en fait, on peut se déplacer sans avoir jamais besoin de se déconnecter, reconnecter, mais on a une qualité d'image, une qualité de son et une réduction de la latence qui est vraiment impressionnante. L'expérience de la 5G avec nos robots est vraiment impressionnante. Et justement, on l'a bien compris dans vos usages, hein, vous travaillez sur des sites industriels, vous travaillez parfois auprès de personnes âgées, donc on est sur des flux vidéo et audio qui sont très personnels ou très sécurisés, enfin qui ont un vrai besoin de sécurisation en tout cas. Comment et quels sont du coup vos enjeux en matière de sécurité justement? Est-ce que vous pouvez préciser un peu? Oui, alors au niveau de la sécurité des communications, en fait, c'est pas un besoin, hein, c'est vraiment indispensable. En fait, nos robots permettent la téléprésence, donc potentiellement l'accès à des zones sensibles d'une entreprise. Or, dans une zone sensible, pour pouvoir y entrer, une personne physique doit présenter un droit d'accès, un badge, une preuve d'identité. Pour la téléprésence, ça doit être pareil. On doit pouvoir en fait garantir que la personne distante qui se connecte est bien celle qu'elle prétend être et empêcher également de manière significative le hacking, c'est-à-dire ce qu'on appelle le man in the middle entre les deux interlocuteurs. L'intrusivité est réelle avec les caméras, les microphones. Il est donc primordial d'assurer que n'importe qui ne puisse pas utiliser à mauvais escient et récupérer des données personnelles ou industrielles. On a fait par exemple une expérimentation. Alors c'est plus qu'une expérimentation puisque nos robots sont présents en permanence à l'Orange Vélodrome à Marseille et il y a eu plusieurs actions menées par Orange, entre autres lors d'événements caritatifs. Donc il y a une petite vidéo là qui
qui montre un petit peu ce petit moment, ce petit événement où l'ON Legends a affronté l'UNICEF lors du match des héros. Donc c'était l'an dernier. Et donc des enfants de l'association des Petits Princes ont pu accéder au stade, au vestiaire et échanger avec les célébrités. Donc comme c'est montré lors de cette vidéo, on a permis en fait aux enfants de pouvoir rencontrer Teddy Riner, Laurie Tillman et d'autres vedettes, Mpokora. Donc vraiment des moments assez incroyables, et tout ça en 5G. Donc vous imaginez en fait la sensation qu'ont pu avoir ces enfants durant cet événement. Merci beaucoup pour cette présentation, et puis surtout pour votre témoignage qui, on l'a bien vu, signale un besoin en matière de sécurité et de sécurisation des objets que vous proposez, et également du réseau. C'est pourquoi je me tourne désormais vers Fabrice Mouron, qui est directeur de la cybersécurité pour Orange Cyberdéfense. Et on le voit Fabrice, avec l'exemple à l'instant d'Axine Robotique, la 5G, c'est une accélération du déploiement de nouvelles technologies et de nouveaux usages liés notamment à une plus grande connectivité. Comment est-ce que vous et vos équipes vous approchez ces problématiques qui sont émergentes et nouvelles? Oui, comme l'a très bien expliqué Franck, aujourd'hui nos clients ont un fort besoin de sécurité. Vers le mot sécurité, on met beaucoup de choses, mais dans le monde industriel, dans le monde de l'OT, et surtout avec cet engouement pour la 5G, Rémi l'a bien dit, il y a une prise de conscience qui a été effectuée par nos clients à ce niveau-là, et cette prise de conscience, elle s'est traduite pour nous au quotidien, on le voit à deux niveaux. Le premier, c'est la disponibilité de ces infrastructures critiques en fait. Pour que tout le monde puisse comprendre, dans le monde industriel, on a pour habitude de ne pas patcher. C'est la règle d'or en fait. Quand ça fonctionne, on ne touche plus parce que ça a été validé comme cela. L'intégrateur industriel a livré sa ligne de production dans cette usine avec telle version de logiciel pour tel procédé industriel, et donc on ne va plus y toucher. Ça veut dire que le maintien en conditions de sécurité que l'on peut connaître dans le monde traditionnel de l'IT, on a parlé tout à l'heure de patch de sécurité, de correctifs, il ne va pas se traduire en fait dans le monde industriel parce qu'on ne va pas y toucher. Ce qui fait que nos clients ont besoin clairement d'identifier ce qu'ils ont dans le monde industriel. Et ça, c'est la deuxième prise de conscience, c'est de savoir ce que l'on a dans notre usine, sur notre ligne de production. Et clairement, ce besoin de cartographie, il est vraiment essentiel. Et on parle d'outils, on parle d'IoT, on va beaucoup parler d'IoT, je pense, durant cette table ronde, parce que donc la 5G va apporter cette explosion, va porter cette explosion d'objets connectés. Dans le monde industriel, on va même plus parler d'IoT industriel, mais dans le monde médical, c'est pareil, ça existe aussi. Et ce besoin de cartographier, de savoir ce que l'on a, il est vraiment primordial parce que derrière, les autres actions vont pouvoir se découler. Et en fonction du degré de maturité de nos clients, soit ils vont aller chercher ce qu'on appelle chez nous des quick wins, c'est-à-dire d'une protection, c'est-à-dire de mettre en place une solution qui va permettre d'élever rapidement le niveau de sécurité. On va parler de résilience du système industriel face à une attaque cyber. Donc, on va utiliser beaucoup de mots, mais je vais quand même définir à chaque fois. Résilience, c'est quoi c'est de pouvoir continuer à fonctionner même pendant l'attaque en fait, même pendant l'attaque cyber. Les médias ont couvert beaucoup d'attaques, on a parlé de CryptoLocker, des choses comme ça. Ces virus, quand ils atteignent le système industriel, il y a une atteinte à la disponibilité de ce processus. Et la conséquence, elle peut être vraiment dramatique en fonction du processus industriel. On peut avoir une conséquence humaine, une conséquence environnementale. Ça va bien au-delà juste d'une perte financière. Donc la protection, c'est vraiment le primordial dans ce modèle-là. Et ensuite, pour des clients un peu plus matures, on va aller jusqu'à de la détection d'attaque sur un environnement industriel. Mais aussi, et c'est très important, de pouvoir se préparer à cette attaque. Dans notre jargon, on dit souvent que c'est comme cela, c'est pas
si on s'est fait attaquer ou pas, c'est plutôt quand est-ce qu'on va se faire attaquer, et donc d'être préparé à ce type d'attaque, parce que pendant l'attaque, c'est très compliqué, si on n'a pas été préparé, de dérouler tous nos actes réflexes et de prendre les bonnes décisions à ce moment-là. Et ensuite, et en dernier lieu, on va parler donc de tests d'intrusion en environnement industriel. C'est très important de comprendre voilà, que ce type de prestation, ça ne se fait pas de la même manière qu'on fait un test d'intrusion standard, hein. Surtout qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte quand on va parler d'IoT, quand on va parler de 5G. Il y a aussi donc la dimension de l'objet connecté en lui-même. Nos clients n'ont pas forcément la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent dessus, donc c'est important de prendre en compte aussi l'objet connecté, le réseau et l'application dans cet environnement. Merci beaucoup pour votre intervention et merci évidemment à tous les participants de cette table ronde. Avant que l'on passe à vos questions, parce qu'en effet, vous pouvez directement poser vos questions dans le chat de ce webinaire, on a prévu un petit sondage auquel vous pourrez répondre également sur le chat de ce séminaire. Alors, c'est une question assez simple. Avez-vous pris en compte des problématiques de cybersécurité dans le contexte du déploiement de la 5G dans vos entreprises ou dans votre quotidien? Et évidemment, vous avez 3 réponses, non, oui, ou est-ce que c'est en cours de réflexion? Donc, n'hésitez pas à vous donner nos réponses. C'est toujours intéressant d'avoir déjà cette interaction avec vous, l'audience, et également de prendre un peu la température de la salle sur ces questions-là. Par la suite, on a quelques questions de votre part auprès de nos différents intervenants. Je me tourne vers vous, Franck Angeot. Une question qui nous arrive, qui nous pose la question de l'intégration des robots dans la 5G. Est-ce que ça requiert des compétences importantes ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu anticiper assez facilement? Alors, merci pour cette question. Effectivement, c'est une très bonne question parce que la 5G n'apporte pas simplement la rapidité de la communication, mais elle apporte aussi la facilité d'utilisation. Lorsque on va configurer un robot avec un Wi-Fi, on est amené à accéder à plusieurs points d'entrée, des points d'accès, les spécifier, etc., etc. Alors que avec la 5G, en fait, c'est très simple. On a donc à s'authentifier, bien évidemment. Il y a quelques paramètres en particulier lorsqu'on est sur du 5G local, qui n'est pas tout à fait la même que la 5G, je dirais, classique que l'on peut trouver dans les grandes villes. On a quelques paramètres à rajouter, comme les paramètres APN, qui permettent en fait de spécifier et caractériser le réseau 5G auquel on veut accéder. Et après, c'est terminé. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que grâce à Orange, qui nous a permis en fait d'intégrer la 5G dans nos robots, on a eu l'opportunité d'utiliser des systèmes intelligents qui nous permettent en fait de passer assez facilement de la 5G au Wi-Fi, etc. Et donc tout ça fait que ça augmente considérablement la facilité d'utilisation de ce type de dispositif 5G. Merci beaucoup pour votre réponse. On a quelques questions qui nous viennent encore de nos participants. Je vais l'ouvrir à cette table ronde. La première nous vient de Jean-François. Comment assurer sur les réseaux privés 5G le même niveau de visibilité et de sécurisation que sur les réseaux IP, donc NAC, Zero Trust, Alerting, etc. Peut-être que ce soit Fabrice ou Rémi, l'un de vous peut peut-être répondre, peut-être vous, Rémi? Oui, je peux effectivement apporter quelques éléments de réponse. Alors la question est très très bonne. Il y a énormément de choses en ce moment sur les réseaux privés. Et quand je dis énormément de choses, c'est énormément d'approches différentes.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir des réseaux privés avec on va dire le gros cœur principal de l'opérateur sur lequel on va déporter des fonctions réseau euh, chez l'entreprise pour laquelle on veut faire du réseau privé et puis après éventuellement faire du network slicing ou des choses comme ça. Et on a au contraire des scénarios qui peuvent être déployer finalement des micro-cœurs dédiés à ces entreprises. C'est vraiment très variable. Il y a beaucoup de scénarios qui sont en train de se discuter. Pour revenir à la question, quelque part on parle 5G, réseau privé, etc. Mais à la base ça reste quand même du réseau. Donc finalement les mécanismes de sécurité qu'on a, on peut les faire porter de toute façon à différents endroits du réseau. Et je pense qu'au contraire, aujourd'hui, on est dans une tendance où on a encore plus, Fabrice en parlait très bien, de tout ce qui est un petit peu identification, détection, etc. Donc je pense qu'on a justement des outils qu'on est capable aujourd'hui d'automatiser et comment dire, pas de disperser, mais d'éclater, de répartir en fait à plusieurs endroits du réseau, y compris dans les réseaux type privé, et qui permettent finalement une bonne détection. C'est un point qu'on va d'ailleurs aborder dans notre seconde partie. Je prends une seconde question qui nous vient de l'audience, qui a été posée par Abdelrahman. Est-ce que le slicing augmente le risque de sécurité? Je ne sais pas si c'est vous qui voulez répondre, Rémi, ou peut-être de votre côté, Fabrice Mouron. La partie network slicing, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment propre. Je pense que Rémi sera plus à l'aise, mais en tout cas, je peux déjà, on va dire, donner des premiers éléments de réponse. Aujourd'hui, ce qu'on a pu constater, c'est que les principales preuves de concept qu'on a pu avoir sur le niveau de sécurité qui pèse sur le network slicing, c'était principalement des erreurs de configuration. Ça veut dire que si envie de dire, si justement la personne qui derrière a fait une excellente configuration, les attaques sur la configuration, on limite quand même fortement le risque. Je laisse Rémi compléter la réponse sur cette fonctionnalité de la 5G. Non, mais je pense que tu as tout dit, Fabrice. Le network slicing, c'est quoi? C'est une isolation logique de réseau. Cette isolation logique, elle peut éventuellement reposer sur des isolations physiques, mais on perd un petit peu le rôle de dynamisme et les avantages d'agilité qu'on peut avoir sur le network slicing. Donc, en général, c'est de l'isolation logique. Cette isolation logique, elle repose quand même sur des choses qu'on connaît aujourd'hui très très bien, IPsec, etc. Quand c'est bien fait, comme le disait Fabrice, il y a pas de souci. Il faut savoir aussi que pour accéder à ces slices, il faut être connecté au réseau mobile. Pour être connecté au réseau mobile en 5G, il y a un niveau d'authentification forte qui est requise. Donc c'est quand même aussi quelque chose d'important pour la sécurité. Et puis on peut aller au-delà en demandant par exemple pour l'accès à certains slices une authentification supplémentaire, complémentaire à celle du réseau mobile. Et puis je dirais, pour ouvrir un peu la question, le network slicing, c'est même quelque part une opportunité de sécurité. Parce que on pourrait imaginer par exemple des slices de quarantaine, de mise en quarantaine, c'est-à-dire que quand on a un client avec des activités un peu suspectes, c'est toujours difficile d'un point de vue sécurité. Nous, on va vouloir le couper. Le fournisseur va pas forcément vouloir couper son client parce que s'il est légitime, il va pas être content et il va y avoir des problèmes. Là, quelque part, on pourrait imaginer une mise en observation entre guillemets dans un slice de quarantaine. Donc, c'est une opportunité. Si on fait bien les choses, comme Fabrice l'a dit avant moi. Eh bien, merci beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que votre réponse va nous permettre d'aller glisser doucement vers la seconde partie, en fait, qui va nous permettre justement d'envisager comment l'innovation et aussi la prévention des risques nous permet d'envisager la cybersécurité. Avant d'aller vers cette seconde partie, je vous rappelle à vous qui nous regardez que si vous voulez aller plus loin sur ces sujets ou prendre contact avec nos équipes Orange 5G Lab, n'hésitez pas à vous rendre sur le site 5glab.orange.com et allons directement vers la seconde partie. Alors, nous l'avons vu dans cette première partie, et notamment les questions que vous nous avez posées, il y a un besoin d'anticiper et de gérer les risques potentiels. Nous avons
tout à l'heure réalisé un petit sondage. Vous nous avez répondu, je vous en partage avec vous les résultats. Vous êtes 60% à avoir pris en compte ces problématiques cyber dans le contexte du déploiement de la 5G et 30% d'entre vous êtes en cours de réflexion. Donc on a 90% de notre audience pour qui le risque cyber est essentiel dans les sujets 5G. Ce qui nous permet en fait de voir à quel point la diffusion du réseau et de ses usages prend directement en compte les enjeux de sécurité. Ce qui me permet de me tourner vers vous, Franck Angeot, toujours CEO d'Axine Robotique. Nous avons donc terminé notre première partie sur l'importance de la sécurisation de l'IoT et des usages de la 5G. Comment est-ce que vous abordez cet aspect chez Axian et surtout, lorsque on est comme vous, et on l'a vu dans la première partie, au cœur du quotidien et de l'intimité d'une personne ou d'une entreprise? Alors, comme je le disais précédemment, se connecter à un robot, c'est donner l'accès quasi physique en fait à une zone potentiellement sensible dans l'entreprise, dans les usines. Et ça peut être très dangereux. On a donc dès le départ intégré la question de la sécurisation de nos flux. Il faut bien voir que nos robots ne fonctionnent pas seuls, hein. Ils sont traités comme des failles potentielles pour les systèmes. De manière générale, dans le cadre de la cybersécurité, ce sont souvent les postes de travail qui sont considérés comme les uniques points d'entrée, les zones dangereuses, mais il faut bien être conscient que c'est pas les seuls. Toutes les IoT, les robots, les machines, ou tout système connecté sont des portes d'entrée au réseau de l'entreprise et donc aux serveurs, donc aux attaques et à l'accès aux données sensibles. Donc la nécessité de protéger tous ces objets connectés est vraiment capitale. Et donc, comment vous avez sécurisé votre objet? Vous avez réalisé des tests? Oui, alors donc on a fait un travail de fond dès la conception pour garantir le cryptage des communications de bout en bout, de sécuriser les données stockées dans les serveurs. Mais on avait besoin en fait d'une vision, un avis extérieur sur la qualité et la protection de nos solutions. Et nous avons l'été dernier eu l'opportunité de collaborer avec Orange Cyberdéfense sur le risque d'hacking des systèmes industriels objets connectés. On a confié notre robot donc à l'équipe Orange Cyberdéfense de Marseille et pendant tout l'été, pendant 3 mois, ils ont essayé de hacker le robot pour vérifier que le robot, enfin ce qu'on avait développé autour du robot était sécure, et ça leur donnait l'opportunité en fait de tester en réel tous leurs outils qui leur permettent d'identifier cela. Ça nous a permis d'avoir la confirmation que nos robots étaient sécures vis-à-vis des attaques extérieures et de répondre de manière plus sereine aux questions de plus en plus fréquentes de nos clients industriels. Faut bien voir que en tant que fournisseur d'une solution robotique, forcément, on est amené à répondre aux clients industriels et montrer patte blanche par rapport au travail qu'on a mené pour sécuriser en fait nos objets. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Fabrice Mouron. Vous êtes directeur de la cybersécurité ICS pour Orange Cyberdéfense. Et on l'a vu à l'instant avec Franck qui expliquait que ces équipes traitaient ces robots de téléprésence comme des failles potentielles dans des systèmes dans lesquels ils s'insèrent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? Oui, bien sûr. Franck l'a très bien dit. Les objets connectés, pour des responsables de sécurité dans les entreprises ou pour des patrons de boîte, c'est vraiment la hantise d'un point de vue de la cyber. Et ça me rappelle un fait divers d'une conférence qui avait lieu à Londres où un de nos confrères expliquait qu'un casino s'était fait pirater une base de données, la base de données des eyeballs. Et le pirate était passé par un thermomètre connecté. C'était le thermomètre de l'aquarium qui était juste devant l'entrée.
et donc pour le coup qui était accessible aussi de l'extérieur. Il a réussi, on va dire, à s'infiltrer sur le réseau. Et bon, il y a plusieurs failles de sécurité qui ont conduit à cette exfiltration des données. Bon, là, on est sur un capteur, c'est un objet grand public pour le coup. Normalement, on ne devrait pas rencontrer ce cas de figure dans une usine. Pourquoi? Parce que on est déjà sur des environnements qui sont beaucoup plus surveillés, les entreprises industrielles qui fournissent ce type d'objets passent des tests comme l'a très bien fait Axine en fait. Et ce qui fait que heureusement, justement, ce type de prestations nous permettent d'évaluer le niveau d'exposition à la menace d'un objet connecté. Il faut savoir que au niveau d'un objet connecté, il y a plusieurs surfaces d'attaque qui sont possibles pour une entreprise qui le connecte. Je ne parle pas de l'objet connecté en lui-même. Il y a l'objet connecté en lui-même qui présente des surfaces d'attaque possibles, et il y a ensuite son écosystème dans lequel il est connecté, qui est nécessaire de prendre en considération des architectures qui permettent, au cas où si l'objet tombe, que vous n'avez pas toute l'architecture, pas toute l'entreprise qui s'effondre avec. Donc il est vraiment important de prendre en compte ces deux dimensions, l'objet connecté et le contexte dans lequel l'objet sera connecté. Et comment on se prémunit de tout ça? On le voit dans le questionnaire que l'on a pu faire auprès de notre audience. C'est un sujet qui est assez bien compris, l'enjeu de sécurité. Comment on fait pour se prémunir de cela, et comment vous intervenez avec vos équipes? Comme l'a expliqué Franck, une des premières choses, c'est de comprendre ce que l'on connecte sur notre réseau déjà, pour commencer. Donc, c'est vraiment la sécurité de l'objet connecté. Là, la bonne façon de faire, en fait, il y a deux dimensions qui s'offrent à nous. C'est directement de travailler et de dialoguer avec le fabricant, voire même l'intégrateur de l'objet connecté, pour savoir quels sont quels sont les logiciels qui tournent dessus. Et on voit de plus en plus parler, donc il y a un peu des nouveaux buzzwords qui apparaissent. Il y a celui du SBOM pour Software Bill of Materials, qui consiste à référencer toutes les librairies, toute la partie couche logicielle qui est présente sur l'objet. C'est vraiment vrai pour le coup pour le monde industriel. J'y crois un peu moins pour le grand public, parce que ça représente un coût, et toutes les startups n'ont pas forcément tous les moyens en matière d'investissement sur le volet sécurité de cet objet en fait. Et ensuite la deuxième partie, c'est le test d'intrusion. Le test d'intrusion, savoir en combien de temps l'appareil peut tomber. S'il est suffisamment robuste. Une des possibilités, comme l'a évoqué Franck tout à l'heure, c'est de mettre du chiffrement sur toutes les couches. Nous, dans le monde de la cyber, ce qu'on dit souvent, c'est toutes les couches de ce qu'on appelle le modèle OSI, ce sont les différentes couches du physique jusqu'à l'application. La possibilité de mettre du chiffrement à ces différentes couches vous garantissent une certaine robustesse de base. C'est-à-dire que l'appareil en lui-même, pour pouvoir y avoir accès, va falloir casser donc du chiffrement pour y avoir accès. Ça devient déjà un peu plus compliqué en fait. Et ensuite, il y a la sécurité de la connexion, et c'est là que pour le coup, comme le disait Rémi, la 5G va déjà pouvoir apporter une sécurité qu'on va appeler intrinsèque à la couche de transport. Et là, ça aussi, c'est intéressant. Et ensuite, la plupart de ces objets discutent avec des applications, très souvent qui sont en mode cloud, et c'est de voir de quelle manière vous accostez à ce fournisseur de services d'un point de vue cloud. Et elle va transiger de la donnée. La donnée aujourd'hui, est-ce qu'elle est sensible ou pas pour vous? Tout ça, c'est une analyse de risque à faire en amont pour savoir de quelle manière vous allez utiliser votre objet connecté, et si vous avez mis en place les moyens qui vont bien au niveau de l'appareil, au niveau de la connexion, et sur votre fournisseur applicatif, on va dire. Pas forcément cloud, mais en tout cas le fournisseur en lui-même de service. Merci beaucoup pour votre réponse. Je me tourne vers vous, Rémi, qui êtes responsable des équipes sécurité des réseaux pour Orange Innovation. Vous avez donc ce regard un peu plus large. Comment aborder cette question, et on en parlait d'ailleurs à l'instant avec Fabrice Mouron. Comment on aborde cette question de la sécurité du réseau si on dézoome un petit peu? Je pense que ce qu'il est important,
Et c'était déjà plus ou moins dit par Fabrice, hein. Ce qui est important, c'est qu'il y a tout un ensemble de mesures techniques qu'on va pouvoir mettre en place, mais il faut surtout pas négliger en fait tout ce qui est process, humain, gouvernance, etc. Je vais rebondir sur un exemple tout bête du thermomètre connecté dont parlait tout à l'heure Fabrice. Le sécuriser, évidemment, c'est indispensable, on est tous d'accord. Mais si d'un autre côté, il suffit que j'enfile un bleu et que je peux rentrer dans le casino sans problème et me connecter sur un petit peu n'importe quoi parce qu'on croit que je suis l'agent d'entretien et personne vérifie finalement mon identité et le fait que je sois présent, on n'est pas plus avancé. Et un autre exemple, hein, c'est celui du mot de passe. Quelqu'un qui utilise un mot de passe super compliqué, mais qui le stocke un petit peu partout, qui l'affiche sur des post-it un petit peu partout, finalement, quel est le niveau de sécurité? Du coup, j'ai préparé un petit peu un slide. Il y a un code couleur qui est des mesures plutôt techniques qui sont sur fond jaune. Donc des choses qu'on a déjà évoquées, hein, le chiffrement, les certificats qui vont avec, tout ce qui est patch de sécurité, je vais pas revenir, on en a déjà parlé. Les sauvegardes, c'est extrêmement important les sauvegardes parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des attaques. Une des tendances dans les grosses attaques, c'est de détruire les sauvegardes. Et ça c'est très grave pour une entreprise parce que si vous perdez ce qui tourne actuellement, c'est un problème. Je vous ai perdu? Non. Allô? Non, ça fonctionne. Ok. Si vous perdez ce qui tourne actuellement, c'est grave, mais si en plus vous perdez tout ce qui est sauvegarde, ça va être très 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 compliqué. Et puis ce qui est important, Fabrice en parlait également, c'est tout ce qui est supervision, détection, etc. Mais comme je le disais, ça c'est des mesures techniques. À côté, il faut avoir aussi une organisation en place autour de la sécurité, avec des process, des gens qui sont responsables. On teste, Fabrice en parlait tout à l'heure, on teste la partie technique, mais on teste aussi la partie humaine. Comme je disais, si je me pointe en bleu à l'entrée du casino, est-ce que je peux rentrer? Ça c'est typiquement un test d'intrusion physique, mais c'est quelque chose aussi à tester. Si j'envoie un mail en me faisant passer pour un des employés du casino, en demandant tiens j'ai oublié le mot de passe, tu peux me le rappeler, et que la personne me répond en me donnant le mot de passe, là il y a plusieurs erreurs aussi à ne pas faire. Et du coup, il faudra sensibiliser les salariés pour leur expliquer, en fait, pour les éduquer quelque part à avoir des bons réflexes de sécurité. Et puis surtout aussi, Fabrice parlait de couches de sécurité qu'on mettait sur un équipement, et ça, je dirais, c'est le plan vertical. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que sur le plan horizontal, ce qu'on a tendance aussi à faire maintenant, c'est abandonner la sécurité périmétrique, c'est-à-dire mettre un gros firewall, une porte blindée à l'entrée du réseau, et puis pas grand-chose derrière. Maintenant, en fait, on a toujours ce gros firewall, mais on va multiplier en fait les mesures de sécurité sur chaque élément du réseau. Ce qui fait que si un hacker veut rentrer, il va falloir, ça va lui prendre plus de temps, ça va nous laisser du temps nous pour réagir, il va déclencher plus d'alarmes, et puis surtout il va lui falloir plus de vulnérabilité, donc plus de mauvaise gestion, on va dire de notre côté, peut-être à un moment donné pour rentrer. Et donc on réduit fortement la probabilité qu'il y arrive. Et vous citiez tout à l'heure le contexte réglementaire qui évolue, parce qu'on sent bien qu'avec les évolutions viennent aussi des réactions réglementaires. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser un peu, notamment la directive NIS 2 qui vient d'être récemment votée? Alors la directive NIS 2, effectivement, qui vient compléter la première directive NIS. La NIS 2, en fait, vient d'être votée, donc c'est une directive européenne. Ça veut dire qu'il va y avoir 18 mois après pour que les États membres, donc les pays de l'Union européenne, la déclinent. En France, ça va être fait par typiquement l'ANSSI. C'est l'ANSSI qui va porter le crayon là-dessus. Le gendarme, le cyber-gendarme français. Et il va y avoir en fait un certain nombre de responsabilisations et d'obligations pour les entreprises. Donc des entreprises comme Orange, pour nous, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on va avoir des tas de choses à mettre en place en sécurité. Heureusement, on en avait déjà prévu un certain nombre, mais il y a un certain nombre aussi d'entreprises qui vont devoir s'y conformer.
on aura en fait potentiellement des grosses amendes si à un moment donné on a une intrusion de sécurité et qu'on n'avait pas mis les moyens en place finalement pour protéger les données de nos clients, pour protéger notre service. Mmh. Et je poursuis les questions que je souhaitais vous poser sur la question au niveau du réseau. Comment on accueille tous ces besoins de sécurisation qui sont à la fois du fait des risques potentiels, mais aussi des exigences du législateur. Comment on accueille ces besoins de sécurisation, de chiffrement et de détection des attaques? Alors, déjà d'un point de vue accueil capacitaire, on va dire, la question se pose pas, on va faire la place nécessaire. Si on reprend un peu le fil des échanges qu'on a eu dans ce webinaire, on a entendu, y compris jusque dans l'introduction de Stéphanie tout à l'heure, des tas d'usages qui sont assez critiques. On a parlé de santé, on a parlé de véhicules connectés, on a parlé de caméras, de microphones qui étaient dans des entreprises. On voit qu'on a quelque chose d'extrêmement sensible. Les usages deviennent beaucoup plus sensibles, beaucoup plus critiques que pour les générations précédentes de mobiles. Donc la sécurité, on n'a pas le choix. Exactement comme une banque, personne n'irait mettre quelque part son service ou son argent dans une banque qui n'est pas fiable d'un point de vue sécurité. Ben, je pense que pour la 5G, ça sera pareil. Il n'y a pas une entreprise qui viendra confier quelque part sa valeur, si je puis dire, à un opérateur en qui elle n'a pas confiance. Donc, au niveau sécurité, on sera là. Maintenant, la 5G, c'est aussi la génération de l'automatisation des robots. On en a parlé. Alors, on a vu des robots physiques tout à l'heure. Il faut savoir qu'on a aussi des robots virtuels. Alors, je pourrais parler de ChatGPT, hein, qui potentiellement en est un, et tout le monde a dû en entendre parler. On a des tas de robots dans le réseau hein, qui sont en gros des algorithmes et un ensemble de scripts, j'ai pas dit le mot IA, qui vont aller réaliser différentes choses dans le réseau. Ils vont les réaliser beaucoup plus vite que nous. Donc en fait, il faut savoir en tirer parti. Il faut automatiser un maximum de choses. C'est pareil, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire autour de l'humain. Bah, l'avantage d'automatiser, de scripter, c'est que quelque part, on sait que c'est fait. Euh, et enfin, la partie monitoring, hein, donc la supervision des réseaux, ça devient extrêmement critique parce que plus on détecte tôt une attaque, plus il est facile quand même de la contrer ou de limiter ses impacts. C'est exactement comme un incendie. Un départ d'incendie, vous pouvez l'éteindre avec un verre d'eau. Au bout de quelques minutes, vous sortez de chez vous, vous regardez la maison brûler en attendant que les pompiers arrivent. Bah, les cyberattaques, c'est à peu près pareil. Si on les détecte tôt et qu'on les prend très tôt, on peut très vite couper le lien sur lequel le pirate est et on n'en parle plus. J'en ai parlé, hein, plusieurs couches. Multiplier les couches va permettre de ralentir un petit peu la progression. Les logs, les alarmes, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas forcément toujours très bien fait. Ça fait partie peut-être des fois des choses qu'on néglige un petit peu. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus quelque part être négligent sur cette partie un petit peu log, alarme, etc. C'est vraiment, je vais dérouler mon exemple de l'incendie. Hein. Comme aujourd'hui dans les maisons, on a l'obligation d'avoir des détecteurs incendie au plafond. Voilà, je pense que chaque entreprise devrait avoir un système de monitoring, de supervision pour pouvoir détecter assez rapidement les attaques. Ou s'appuyer sur un fournisseur comme, je sais pas, Orange ou autre pour en avoir. Et puis peut-être un dernier point, la virtualisation. Alors ça représente un tournant majeur dans les réseaux, dans le métier d'opérateur, mais ça apporte aussi des opportunités sur la sécurité parce qu'on peut notamment allouer dynamiquement des capacités. Et ça veut dire, je parlais tout à l'heure de mon gros firewall à l'entrée du réseau, je peux pas le faire grossir. Par contre, si j'ai des fonctions virtualisées qui le portent, quelque part, à un moment donné, je peux les faire grossir. Et ça veut dire aussi que, quitte à réduire peut-être quelque part la capacité que j'ai sur certains services, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est plus important d'étendre l'incendie qui est dans la maison que de regarder la télé. Donc, par la même analogie, dans le réseau, on pourrait en fait à un moment donné baisser notre capacité sur certains services pour au contraire apporter beaucoup d'oxygène, non pas à l'incendie, mais sur les fonctions réseau en fait qui permettent de défendre le réseau. Donc il y a des vraies opportunités en fait quelque part à saisir
avec cette génération de réseaux mobiles. Oui, on voit bien là un des avantages de la 5G en cette matière. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions. Avant de passer aux questions de nos spectateurs, je vous propose encore une fois un sondage plus tourné sur le Orange et Orange 5G Lab. Qu'attendez-vous d'Orange et d'Orange 5G Lab? Vous pouvez évidemment y répondre. De la pédagogie sur le potentiel de la 5G pour votre activité, des échanges avec des experts 5G Orange, des tests et expérimentations de vos produits et services dans un Orange 5G Lab. Ce sont des réponses qui vont nous permettre de mieux vous servir. Et je me permets de passer tout de suite aux questions de nos spectateurs. Je vais commencer par vous, Rémi Harel, avec une question qui, je le sais, n'est pas forcément la plus évidente. Mais dans un système 5G qui est complexe et riche, comment on peut gérer les patchs de sécurité et les mises à jour de ces patchs? C'est vraiment un sujet essentiel. On l'a vu, ce sont des réseaux qui comprennent de nombreux objets. Comment fait-on pour pouvoir justement mettre à jour les patchs de sécurité de ces différents objets? Alors c'est un sujet effectivement assez compliqué. Aujourd'hui, les patchs de sécurité sont vraiment critiques. Si on prend le rapport de l'ANSSI sur la cybermenace en 2022, par exemple, les deux vulnérabilités les plus exploitées, c'est-à-dire qui ont conduit au plus d'attaques avec succès pour les hackers en France, c'était deux vulnérabilités pour lesquelles il y avait déjà des patchs de sécurité qui existaient, mais qui n'avaient pas été installés. On voit donc qu'il y a vraiment quelque chose de critique au niveau des pages de sécurité. C'est effectivement complet, hein, vous l'avez dit, complexe, pardon, vous l'avez dit. Il y a des couches de virtualisation qui ont leur propre page de sécurité à appliquer. Il y a après des couches logicielles open source liées au système d'exploitation, etc., qui ont des pages de sécurité. Après, on a des couches d'applicatifs qui vont avoir des pages de sécurité. Et c'est vrai que gérer tout ça, c'est extrêmement compliqué. Déjà, il faut les avoir, les patchs, on les a pas forcément toujours. Ça dépend des fournisseurs, ça dépend si on est dans quelque chose qui est open source, etc. Ça peut être relativement différent d'un point de vue légal. Après, à appliquer, c'est aussi pas toujours évident parce que certains patchs demandent à rebooter au moins indispensable d'un point de vue sécurité. Et je parle même pas des objets connectés hein, dont parlait tout à l'heure Fabrice. Donc c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui sur lequel on travaille énormément parce qu'on sait que c'est un sujet qui est loin d'être facile et notamment sur le point de vue un petit peu on va dire humain, process, etc. Et on le voit bien, la place de l'humain est très importante. On est un peu contraint par le temps, donc je vais directement passer à la conclusion. Évidemment, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets qui sont, on a vu des sujets qui sont à la fois très importants, complexes, mais où l'innovation nous permet de prendre de l'avance en fait sur les potentielles menaces, vous pouvez évidemment aller sur le site 5glab.orange.com pour aller plus loin sur ces sujets, mais aussi pour prendre contact avec Orange 5G Lab et Orange. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui et j'espère que cela a pu susciter chez vous des réflexions, des questionnements ou répondre peut-être à des questions que vous aviez déjà. Je remercie également Orange d'avoir organisé cette belle table ronde et de prendre le temps de comprendre comment la 5G allait transformer nos usages de la technologie. Et encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne évidemment rendez-vous sur le site 5glab.orange.com pour découvrir le programme d'accompagnement et les autres webinaires que nous avons réalisés et que nous allons réaliser par la suite. Merci encore une fois à nos invités. Nous avions Stéphanie Cavaillès, directrice Open Innovation Orange, qui a introduit ce webinaire, Fabrice Mouron, qui est toujours d'ailleurs directeur de la cybersécurité ICS pour Orange Cyberdéfense, Franck Angeau de Axine Robotique et Rémi Harel, qui est responsable équipe sécurité des réseaux Orange Innovation. Merci à eux pour leur participation et pour leur riche réponse à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.